Ah voilà, alors j'ai un peu changé le titre, je vais parler sur l'économie politique transformée en fiction, la mise en scène théâtrale du travail physique dans le théâtre sentimental espagnol et français. Et dans cette intervention, il s'agira de comparer deux versions d'une même pièce euh, théâtrale de la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit de la version originale de La Brouette du Vinaigré, écrite par Mercier, et son adaptation espagnole, créée 11 ans plus tard par Valladares de Sotomayor. L'axe de l'analyse se concentra sur la représentation du travail manuel et la fonction de l'argent. Lorsque Mercier monte sa pièce La Brouette du Vinaigré sur scène à Paris en 1775, Fréron, dans son journal L'année littéraire, note d'un ton ironique, je cite, « Je conseillerais à M. Mercier de mettre ainsi sur le théâtre tout le corps de métier dans cette capitale abonde et de nous donner un drame bien relevé et pathétique, le cercle du charbonnier, l'auge du maçon, la tasse du 15-20, le chaudron de la vendeuse de châtaignes, la chaufferette de la marchande de pommes, le tonneau de la ravaudeuse, la hotte du crocheteur, la sellette du décroteur. » Le sarcasme mordant qui transparaît ici illustre à quel point ces ustensiles de représentants de soi-disant petits métiers, même dans la France des Lumières, sont encore marqués du sceau de la honte. Valladares de Sotomayor semble s'être inspiré du tonneau de la ravaudeuse mentionné par Fréron lorsqu'il adapte la pièce de Mercier pour la scène espagnole et la fait jouer en 1786 sous le titre El trapero de Madrid, le chiffonnier de Madrid. Tout comme le vinaigré est un représentant typique de petits métiers et une figure récurrente du paysage urbain parisien, la figure du chiffonnier fait partie intégrante du paysage urbain madrilène. Le personnage du chiffonnier relie le commerce et le travail physique avec la collecte de restes de tissus et leur revente. Considérons d'abord la pièce originale de Mercier pour voir comment l'étalage offensant de l'argent sur scène est lié à un ustensile profane de la vie professionnelle. Cet ustensile est la brouette du vinaigré et le baril qui s'y trouve et qu'on voit ici sur l'estampe. Dans la pièce de Mercier, l'argent que contient le baril rend possible le mariage entre des personnages socialement inégaux, entre la fille d'un riche négociant, M. Delomère, et son apprenti, le fils du vinaigré Dominique. La fille du négociant avait été promise à M. de Julfort, un coureur de jupons à vide d'argent, qui avait réussi à cacher son vrai caractère à M. Delomère. Entre-temps, les jeunes gens, Delomère fille et Delomère fils, sont tombés amoureux l'un de l'autre. Le destin vint à la rescousse des amoureux parce que la banqueroute de M. Delomère menace l'existence du négociant et conduit à M. de Julfort à s'abstenir de son projet de mariage. Pour le vinaigré, le malheur du riche négociant est une véritable chance car il ouvre à son fils, industrieux et bien éduqué, mais d'un rang social inférieur, l'option du mariage avec la fille du négociant, désormais relégué socialement. À la fin heureuse, typique de la comédie, Dominique Père est capable non seulement de rendre possible ce mariage entre les jeunes amoureux, mais aussi de sauver le commerce de M. Delomère. En ce qui concerne sa classification générique, Michael Fodor place la pièce de Mercier dans le contexte du drame commercial qui combine le drame bourgeois et la comédie larmoyante. Fodor appelle le drame commercial, je cite, une expérience théâtrale majeure du siècle des Lumières français. Les caractéristiques du drame commercial sont premièrement le négociant comme personnage principal, deuxièmement une trame dont le centre est la banqueroute de ce même négociant, ce qui, troisièmement, lui permet de montrer une probité et une sensibilité apte à transmettre l'image du négociant honnête homme et honorable. Les deux pièces, le vinaigré de Mercier et le chiffonnier de Valladares de Sotomayor, partagent une trame comparable avec quelques différences. À la fin de la version espagnole, par exemple, le chiffonnier doit avouer sa noblesse antérieurement cachée afin d'être un beau-père d'un rang suffisamment élevé, alors que cette pression sociale n'existe pas dans la pièce de Mercier. Celle-ci est autant un drame du travail manuel qu'un drame commercial, parce qu'il y a ce riche négociant menacé de faillite et qui hésite entre deux options, dissimuler la banqueroute pour sauver le capital restant
ou l'admettre publiquement pour éviter d'entraîner ses partenaires commerciaux dans sa chute. C'est son apprenti, le fils du vinaigré, qui encourage le négociant à choisir la voie de la vertu et à l'admettre. Un personnage non moins central, bien sûr, est le vinaigré, mentionné dans le titre, de sorte que nous avons ici deux protagonistes actifs. Le vil-argent constitue non seulement un des sujets centraux de la pièce, qui est très présent dès le début, mais il est également utilisé de manière offensive sur scène, à un niveau performatif. Lorsque le vinaigré fait une apparition peu discrète dans le salon du négociant avec son véhicule, la brouette, ce qui provoque la honte du fils. D'un geste spectaculaire, le vinaigré montre ses économies considérables qu'il a cachées dans le baril de vinaigre. Au cours du dialogue qui suit, on apprend qu'il s'agit d'une somme acquise en, je cite, 40 ans, 45 ans et grâce à une vie frugale et laborieuse. L'usage théâtral et la performativité de l'agent sont offensifs en trois sens. Premièrement, parce que la brouette honteuse pénètre dans la belle maison du bourgeois, ce qui provoque non seulement la honte du fils, mais aussi les moqueries du serviteur. Deuxièmement, parce que la fonction de l'argent pour la trame est centrale de sorte qu'elle entraîne la péripétie, le mariage. Et troisièmement, parce que l'argent est vécu dans toute sa matérialité, ce qu'on verra maintenant. Le vinaigré fait en sorte que le négociant voit et touche l'argent et même qu'il écoute son bruit. Je cite, Dominique Père tire un petit maillet de sa poche et défonce le baril. Il fait sonner des sacs et des faits en rouleau. Tenez, voyez, palpez. Mais c'est de l'or. C'est là mon portefeuille à moi. Il est sur celui-là, point de fausse monnaie, tout en espèces sonnantes. Les paroles du personnage Dominique Père, redondantes, servent à doubler le spectacle et en souligner le sens. Par conséquent, pas uniquement de l'Homère, mais aussi les spectateurs sont incités à faire l'expérience de l'argent dans leur corps grâce à leur sens. Même s'ils ne peuvent toucher, ils peuvent voir et entendre. En effet, qui naît de l'ambiguïté de l'impératif, adressé à une seule personne de l'Homère, mais qui fait que le public se sent également concerné par l'appel de Dominique Père. D'un côté, l'argent est capable de changer l'ordre des choses, c'est-à-dire d'adossir les baillards de classe, un aspect qui indique l'influence sociale croissante de la bourgeoisie active, basée sur le capital. De l'autre côté, ce qui est encore plus remarquable, Mercier attribue à la matérialité de l'agent son propre langage, raison pour laquelle il est capable de parler de lui-même. Je cite, Allons mon baril, allons part pour moi, vil-argent, c'est donc à toi et non au mérite personnel qu'il faut devoir le bonheur de mon fils. J'ai bien fait d'y penser. Touchez là, c'est une affaire faite. Écoutez bien, là-dedans sont 3778 louis d'or en lot, bien compté, et 6 sacs de 200 livres. Il n'y a rien de plus ni de moins. Voulez-vous voir? J'en suis le maître. Quel langage, vous m'étourdissez. Le vil-argent triomphe ici sur le mérite personnel pour permettre le mariage par inclination qui s'avère être un mariage de convenance, une logique qui préfigure le capitalisme. Mercier montre que la matérialité des louis d'or a un tel pouvoir qu'elle étourdit plus encore qu'elle convainc. La parole de l'argent est finalement un cri qui finit par faire céder l'interlocuteur sans entraîner de véritable consentement. Plus que le rôle central du véhicule des deniers, du représentant de petit métier, voilà peut-être le vrai scandale mis en évidence par la critique mordante de Fréron. Dans la pièce de Valladares, le rôle du panier, du chiffonnier, celui de l'oncle Augustin, Théo Agostine dans la pièce, est aussi central que celui de la brouette du vinaigré dans le drame commercial de Mercier. Il contient la somme d'argent considérable qui permet que l'action prenne un tournant positif et rende possible le mariage entre Bernardo, le fils du chiffonnier Agustin, qui travaille comme secrétaire du riche négociant de laine Don Basilio, et Rita, la fille de son employeur. Ici aussi, le commerce du riche négociant est menacé par la faillite et c'est Théo Agustin qui accourt pour faire le bonheur de son fils avec un panier rempli de ses économies. Ici aussi, les économies du micro-entrepreneur contribuent à approvisionner en liquidité le commerce du négociant Don Basilio
et à redonner une certaine solidité à son entreprise. La trame de la version de Valladares est quelque plus complexe que celle de Mercier parce que le dramaturge espagnol ajoute à la première constellation triangulaire composée de Rita, Anselmo et Bernardo une deuxième réseau. Nous avons là Rosa, la nièce du riche négociant, qui est désirée comme épouse par Luis et Leonardo, deux cousins. Une autre différence importante par rapport à la trame de la pièce de Mercier est que, premièrement, le coureur de jupons, Anselmo, l'homologue espagnol de Monsieur de Jeuffort, est un noble. À la fin heureuse, aussi, comme déjà mentionné, le chiffonnier Agustin aussi s'avère avoir un titre de noblesse. Il se montre donc supérieur aux négociants en faillite, non seulement en termes de richesse, mais en ce qui concerne son rang social. Le fait que les travailleurs soient en fait secrètement nobles est quelque chose de très récurrent dans les intrigues de la comédie sentimentale espagnole, alors très populaire auprès du public. À cette époque, en raison du prestige social immense et persistant de l'aristocratie, la plupart des roturiers étaient désireux d'acquérir les titres de noblesse. Une autre raison apte à expliquer la nécessité de déclarer la noblesse du chiffonnier et de son fils est la censure gouvernementale et ecclésiastique. C'est un facteur expliquant la fréquence de la convention nobiliaire dans la comédie sentimentale espagnole. À travers leurs titres de noblesse clandestins, les travailleurs socialement marginalisés deviennent représentables sur scène. Comme dans la pièce de Mercier, où le fils est gêné par l'apparition de son père et de sa brouette au point qu'il veut que l'on relègue l'objet sous la porte cochère, la scène dans laquelle le panier, en tant qu'outil du chiffonnier, fait son entrée salvatrice dans la version espagnole, est aussi marquée par la honte. Le fils se montre outré par le fait que son père, le chiffonnier, porte ses outils avec lui, émotion à laquelle le père réagit en signalant que le panier sera une bonne base de négociation. Je cite la version espagnole et vous avez là la traduction. ¿A qué venís? También traéis los instrumentos de vuestro ejercicio, oh Dios. Los traigo porque sin ellos puede ser que don Basilio negara lo que pretendo. Comme dans l'original de Mercier, le dramaturge espagnol Valladares attribue à l'argent le pouvoir de conférer au personnage le même niveau social. À l'égal du vinaigré, le chiffonnier joue ici de manière flagrante la puissance pure de sa supériorité économique, mais sans cette même matérialité qu'on trouve dans la pièce de Mercier. Dans la logique de la pièce espagnole, le fait que l'honnêteté du chiffonnier soit soulignée à plusieurs reprises n'apparaît pas comme une contradiction. Porteur d'une fonction compensatoire, l'accent mis sur l'honnêteté d'Augustin sert d'excuse pour son travail honteux qui s'avère une profession rentable. L'idée d'une noblesse métaphorique, celle de l'âme de l'artisan, du paysan et des représentants de petits métiers, est un motif fréquent dans ce genre de pièces qui se trouve déjà dans l'œuvre de Mercier. En remarquant comment le fils du vinaigré est scandalisé par l'apparition de son père en vêtements de travail, le négociant Delomère ajoute d'un ton apaisant, je cite, Dominique, j'aime avoir votre père dans cet habit de travail. Il lui donne un air utile qui ne déplaît point à la vue. Son âge semble plus respectable, ses travaux entretiennent la sérénité de son âme. Dans l'adaptation espagnole, cependant, la noblesse d'âme attribuée au chiffonnier est analogue à sa noblesse réelle. L'élément nouveau introduit par l'adaptation espagnole est qu'une activité professionnelle manuelle est désormais compatible sans contradiction avec un titre de noblesse. En ce qui concerne la fonction de l'argent, une évolution est perceptible dans cette pièce de Valladares et Sotomayor par rapport aux comédies antérieures de ce même auteur. Par exemple, Le fabricant de tissus, El fabricante de paños ou Le charbonnier de Londres, El carbonero de Londres.
Dans la réplique suivante de Théo Augustin, il apparaît clairement que l'égalité sociale ne se mesure plus seulement par le titre, mais aussi par la puissance financière. Je cite, Pues tu amo que es más que yo, a él le mantiene el comercio de lanas y a mí el de trapos. El que más gane es más bueno, y hasta ahora el que gane más de las dos no lo sabemos. Por lo que la sangre toca, hijo, desde aquí te advierto que no la tiene mejor tu amo que tú, con que siendo esto así, déjame hacer. Ceci dit, bien qu'Augustin mette en évidence que celui qui a plus de moyens financiers a aussi un statut social plus élevé, c'est le sang qui reste le facteur le plus important en matière de prestige. À cet égard, comme dans tant de comédies sentimentales et économiques espagnoles à la fin du XVIIIe siècle, qui mettent en scène le travailleur et que j'ai étudié en détail dans l'inédit de mon habilitation, cette pièce n'ébranle pas les structures féodales existantes. Pour conclure, on peut dire que la pièce de Mercier, écrite alors que Turgot, attaché aux idées physiocrates Quesnay et Gournay, était ministre des Finances, est un plaidoyer pour l'égalité sociale acquise par le travail. Dans ce sens, elle plaide aussi pour le démantèlement des préjugés de classe. Ce drame commercial et du travail manuel s'inscrit dans le contexte d'une économie politique caractérisée par la remise en question des privilèges, l'élimination de corvées et la suppression de contraintes imposées par les corporations, tous étant des éléments qui préfigurent déjà la révolution. La version espagnole, en revanche, met l'accent sur la comptabilité de la noblesse et du travail. Le pont entre les deux oppositions du travail et de la noblesse, un cœur inconciliable au XVIIe siècle, mais aussi au l'imaginaire de la plupart des Espagnols au XVIIIe, est construit par le concept de la noblesse de l'âme, qui s'avère un concept moral économique au service de la didactique économique de l'absolutisme éclairé du roi Bourbon Charles III. Celui-ci veut encourager les nobles à travailler et ennoblir rhétoriquement les citoyens travailleurs sans accorder à la bourgeoisie un soutien factuel, c'est-à-dire formel légal. Si la pièce de Mercier, sa mise en scène de la parole assourdissante de l'argent, comporte un moment égalitaire et donc révolutionnaire, la pièce de Valladares vise à la stabilisation des structures féodales existantes. On l'a dit, le travailleur doit sa dignité à son sang noble plus qu'à son labeur. L'éloge du travail physique mis en scène ici et dans des pièces espagnoles comparables n'est que de la rhétorique destinée à compenser le fait que l'amélioration économique des conditions de vie des artisans, des paysans et des micro-entrepreneurs, dont le besoin était d'ailleurs urgent, ne s'est pas encore matérialisé en Espagne à la fin du XVIIIe siècle. Pour parvenir à une telle amélioration, il faudrait toucher à des piliers de l'État féodal lui-même, les privilèges aristocratiques et les relations de propriété féodale. Merci beaucoup pour votre attention.